Bonjour à tous. Ma conférence va s'intituler L'avenir de l'autorité. C'est tout un programme. Et donc je suis moi-même donc enseignant à temps plein, même si je ne suis pas chercheur en pédagogie. Et c'est vrai que je suis passionné par cette question de l'autorité. Je parlerai en tant que sociologue avant tout. Mais aussi en tant que formateur, parce que je passe beaucoup de temps à côtoyer des responsables de tout type et à les aider, à chercher à les aider très modestement à assurer leur autorité, à gérer les groupes dont ils ont la charge. Et donc c'est à partir de cette expérience-là, à partir de mes lectures, à partir je dirais, en particulier des exercices que nous faisons dans les formations où nous mettons des responsables en situation et où on voit qu'est-ce qui se passe, si ça marche bien ou pas. Il y a peut-être plus d'un millier de cadres que j'ai eu l'occasion de côtoyer, de cadres enfin de tout type, que j'ai eu l'occasion de côtoyer de ce point de vue-là. Et c'est donc à partir de cette expérience, je crois, que je voudrais parler aujourd'hui. Alors, mon exposé se structurera en 3 temps. Dans un premier temps, je voudrais d'abord revenir sur la définition, parce que je pense que M. Selderslack l'a encore bien exprimé. On a tout le temps tendance à confondre autorité et autoritarisme, c'est-à-dire l'exercice du pouvoir brut, en quelque sorte, et on ne parvient pas à discuter clairement si on part de cette confusion-là. Donc, je commencerai par une définition. J'aborderai ensuite les principales explications qui sont données dans la littérature, dans la réflexion, sur la crise de l'autorité. D'où vient-elle? Quels sont ses fondements? Et dans un troisième temps, j'évoquerai un certain nombre de valeurs sur lesquelles il me semble, enfin pas qu'à moi d'ailleurs, il semble qu'une autorité puisse se réinventer, qui soit plus conforme à notre modernité démocratique. Voilà un petit peu l'objectif de cette conférence. Alors, pour bien comprendre ce qu'est l'autorité, c'est intéressant de se demander ce qu'elle n'est pas. Et donc de partir d'un chef, que ce soit un enseignant ou que ce soit un responsable, un chef de service, qui sent qu'il perd l'autorité, qu'il perd le contrôle de sa classe, ou bien qu'il perd le contrôle de son groupe de travail, de son service. S'il persiste, sauf évidemment, il peut très bien laisser faire, se placer en retrait et accepter cela, voilà. Et un certain nombre de chefs, de responsables qui sentent leur autorité s'effriter, glisser entre leurs doigts, qui vivent au quotidien les petits ricanements, les formes de mépris, le chahut, les protestations, les provocations des gens dont ils ont la charge, certains se placent en retrait simplement pour ne pas souffrir, parce que c'est très, très douloureux de perdre son autorité et de perdre le contrôle de son groupe alors même qu'on en est le responsable. Donc, s'il ne veut pas se mettre en retrait, et lâcher tout, eh bien, qu'est-ce qu'il va mettre en œuvre pour contrôler malgré tout son groupe de travail? C'est-à-dire comment il va compenser sa perte d'autorité. Alors, il y a un certain nombre de réactions typiques, et la première, c'est le fait de remplacer l'autorité par de la persuasion. Puisque les élèves, puisque les subordonnés, puisque n'acceptent pas mes ordres, mes instructions, etc., je commence à me justifier. Je parle, il parle aussi, et on commence à parler. On voit ça même dans les familles. Va dormir. Pourquoi je devrais aller dormir? Eh bien, parce que sinon tu seras fatigué demain. Mais non, je ne serai pas fatigué. Mais si, voilà. Et on commence à discuter. Et donc, l'autorité, et ce n'est pas une mauvaise chose, attention, c'est pas du tout une mauvaise chose, mais il faut bien comprendre que comme le disait Hannah Arendt, citée par Guy Selderslack, comme le disait Hannah Arendt, la persuasion, ce n'est déjà plus tout à fait l'autorité, encore qu'elle peut parfaitement se combiner avec elle, j'insiste bien là-dessus, mais
on va partir dans des formes de persuasion, et donc on va mobiliser des arguments plus ou moins rationnels pour essayer de compenser notre manque d'autorité. Voilà une première réaction. Deuxième réaction, qu'on voit assez souvent, c'est le chef qui entre dans une stratégie de don, puisque beaucoup de chefs disent ça. Je n'obtiens plus grand-chose de mon personnel, donc je dois me rendre sympathique à leurs yeux. Voilà, je dois me faire aimer. Et pour me faire aimer, je vais être sympa. Je vais faire des petits dons, des cadeaux. Allez, bon, vous ne devez pas faire ça. Je laisse tomber cette rédaction. Allez, voilà, je suis gentil. Hein. Ou bien, allez, voilà, vous pouvez partir à 4 heures. Allez, on n'en parle plus. Voilà. Vous voyez, donc vous avez des chefs qui se lancent, qui compensent leur manque d'autorité par un surcroît d'échanges altruistes, et donc forcément par des formes de manipulation, puisque le don, dans ce cas, est intéressé, il est destiné à susciter un comportement chez les autres. Hein, voilà. Et vous avez même parfois des chefs, des syndromes comme ça, où vous voyez des chefs qui sont, mais littéralement, la femme à journée du service, celui qui fait tout, l'assistant social, il reste jusque des 7-8 heures alors que les employés partent à 4 heures tranquilles, c'est lui qui ferme boutique chaque fois, et vous avez comme ça des chefs victimes, hein, c'est très intéressant de voir ça. Des employés tranquilles et des chefs victimes. Hein, donc, troisième réaction à la perte de l'autorité, le chef peut s'inscrire dans un échange contractuel. Donc, voilà, l'employé lui dit « Non, je n'ai pas envie de faire ce que tu me demandes. » Bon, allez, donnant. Et moi, je te soutiens pour ta promotion, ok? Voilà. Ou le parent qui dit « Bon, écoute, je sais bien que c'est pas gai d'étudier l'histoire ou la géographie ou peu importe, mais 100 € pour ton mois. » Voilà. Hein, ou le vélo, ou la trottinette, ou les patins à roulettes, ou voilà. Donc, il va remplacer de l'autorité par un échange contractuel. Voilà. Le chef qui a perdu son autorité pourrait aussi, ou qui est en train de la perdre, pourrait aussi simplement remplacer son autorité par de la pure coercition, par du pouvoir à l'état brut. Tu le fais pas, ben alors c'est la porte. OK? Ben alors tu le fais. Voilà. Hein? Ou bien tu le fais pas, tu n'as aucune chance, ou bien moi je t'empêcherai de passer, ou bien voilà. Donc ici il y a de la menace. On remplace l'autorité par de la menace, par du pouvoir brut. C'est ce que j'ai appelé coercition. Et puis il y a une dernière forme de réaction à la perte de l'autorité, c'est d'aller chercher le salut ailleurs. C'est de dire, mais attendez, si je vous demande ça, c'est pas moi, hein. C'est le règlement, c'est le programme, c'est le directeur, c'est le projet d'établissement, c'est la direction, ça ne me fait pas plus rire que vous savez, ça ne me fait pas rigoler, hein. J'aimerais bien ne pas vous imposer ça, mais qu'est-ce que vous voulez, voilà. Vous croyez que je le choisis? Voilà. Dans ce cas, vous avez un phénomène que j'appellerais d'occultation du pouvoir, où, en quelque sorte, le pouvoir et la contrainte viennent d'ailleurs, et le chef n'est plus que celui qui la transmet. Voilà. Alors, ces modes sont des modes qui délimitent l'autorité. C'est-à-dire que vous pouvez réfléchir en disant, plus ces modes grandissent, et ces modes existent tous dans la société, je veux dire, nous vivons tous, vivre en société, c'est vivre dans la pluralité de ces modes. Ça ne fait pas l'ombre d'un doute. Il faut simplement bien se dire que plus ils grandissent, plus l'autorité diminue. Dans un monde, par exemple, de la persuasion générale, eh bien, les gens passent beaucoup de temps à discuter et l'autorité diminue d'autant. Dans un monde, par exemple, de l'échange contractuel, c'est-à-dire globalement souvent de la marchandisation, hein, parce que c'est bien de ça dont il s'agit, ben, plus cet univers de la marchandisation grandit, plus l'autorité diminue. L'autorité, réciproquement, est une limite à ces modes. L'autorité, à un moment, dit « ça suffit de discuter, je vous ai écouté et maintenant je tranche ». Voilà. Ou bien, ce n'est pas l'ordre du jour. On peut discuter, mais ce n'est pas à l'ordre du jour, et moi, je garantis que les travaux de discussion et de persuasion rentrent dans l'ordre du jour.
On peut mettre votre point à l'ordre du jour d'une autre séance, mais pas cette fois-ci. Donc l'autorité, elle délimite. Elle délimite aussi l'échange altruiste et toutes les formes de manipulation. L'autorité est pratiquement... bien sûr, elle peut se combiner à de la manipulation, mais en tant qu'elle est manipulation, elle a cessé d'être autorité. Voilà. Hein. La mère ou le père qui, face à un problème de son enfant, dit voilà, je t'ai demandé de ranger ta chambre. Et puis ici, ce père ou cette mère commence à essayer de manipuler en disant t'es vraiment pas sympa, tu sais. Voilà. Et maintenant, je verrai le faire alors que j'ai mal au dos. Voilà. À ce moment-là, il n'est plus dans l'autorité. Il est dans la manipulation. Il faut bien se rendre compte de ça. Et on y bascule assez vite. Hein. On y bascule assez vite. Hein. De même, l'autorité marque une limite à la marchandisation. Il y a des choses qui ne se négocient pas. Il y a des choses qui ne s'échangent pas. Et l'autorité marque une limite là-dessus. Là-dessus, on ne transige pas. Je n'achète et ne vends pas cela. Voilà. Et bien sûr, l'autorité est, par définition, pratiquement, une limite à la violence. Bien sûr, j'en conviens et je reviendrai là-dessus, comme l'a dit Guy Selderslag, eh bien, c'est clair que parfois, il y a des abus d'autorité, c'est-à-dire que l'autorité devient violence. Mais à ce moment-là, elle cesse d'être autorité, et l'autorité est une limite à la violence. Et de même, l'autorité est une limite à l'occultation. L'autorité est un pouvoir qui s'avance de façon transparente, ouverte, et donc prête à la contestation, parce que précisément, elle ne se cache pas derrière des paravents ou derrière des masques. Voilà. Parce qu'elle est autorité, elle est visible. Il n'y a pas d'autorité occulte. C'est une contradiction dans les termes, cela. Il y a des pouvoirs occultes. Il n'y a pas d'autorité occulte. Alors, qu'est-ce que c'est alors l'autorité, hein? Qu'est-ce que c'est l'autorité? C'est l'exercice, enfin en tout cas, telle est la définition que je vous propose, c'est l'exercice légitime d'un rôle et d'un pouvoir hiérarchique. Alors tous les mots sont importants là-dedans, et vous me permettrez pendant une seconde de les souligner les uns après les autres. D'abord, le mot hiérarchique. Hiérarchique veut dire qu'il y a une position sociale d'exception, comme je reprends la formule de Jean-Pierre Lebrun, que vous entendrez tout à l'heure, une position sociale d'exception par rapport à une communauté. Alors, deuxième, très très important, il y a le mot communauté. Il n'y a d'autorité que de faits collectifs. Quand nous disons qu'il faut réinventer l'autorité, ça veut dire nécessairement qu'il faut réinventer du collectif. Voilà. L'autorité, c'est celui ou celle qui ose et peut dire « nous » et parler au nom d'une collectivité. Et sa légitimité et sa force vient de cette communauté qu'elle incarne. Bien sûr, cette communauté, comment la définir? C'est presque l'objet, ce serait presque l'objet d'une conférence à elle seule, parce qu'il peut y avoir des communautés très restreintes. Je voyais dans Le Monde l'interview d'un voyou, voilà, de la banlieue parisienne, qui disait « Moi, je ne suis pas français ». Alors le journaliste dit « Vous êtes marocain ?» « Non, je ne suis pas marocain. Moi, je suis d'Asnières. Je suis agnérien. » Et là, et encore, il devait préciser, et encore d'un quartier. Donc là, vous avez des communautés qui sont hyper restreintes, mais chacun commence par une communauté restreinte, hein, comme la famille. Et puis vous avez des communautés qui s'élargissent et qui en arrivent à des formes d'universalité comme celle de nos idéaux démocratiques. En tout cas, il y a un « nous » qui se reconstruit, et c'est la condition de l'autorité. Et quand on dit qu'on peut se passer d'autorité, je ne peux pas comprendre ça, parce que qui peut encore dire légitimement « nous » alors? Il faut bien que les groupes qui se constituent soient dotés d'un porte-parole qui à un moment dit « nous ». Bien sûr, ce « nous » n'appartient à personne en propre, et chacun peut élever sa voix en disant, dans un univers démocratique, en disant « nous ». Bien sûr, mais à un moment, il y en a un qui doit reprendre tous les « nous » et dire « voilà, je vais parler pour le groupe ». Donc, ne fût-ce que pour cette raison-là, je ne peux pas comprendre qu'on dise
qu'on puisse célébrer la fin de l'autorité. Alors, qu'est-ce que c'est encore l'autorité? L'autorité, c'est l'exercice légitime d'un rôle et d'un pouvoir hiérarchique. Un rôle, c'est donc un ensemble typique de manières d'agir et de parler qui est propre à une position sociale. Voilà. Qui dit autorité dit qu'il y a une position d'exception et qu'il y a quelqu'un qui agit conformément à cette position. Et donc, l'autorité est constamment l'objet d'attentes de rôle. C'est très important de rappeler cela. C'est que l'autorité suppose d'agir d'une certaine façon au quotidien, d'assumer ce rôle. Et il me semble, d'ailleurs, moi je vois ça dans les formations, qu'un certain nombre de problèmes d'autorité viennent en fait de gens qui n'assument pas pleinement leur rôle, qui ne sont pas dans leur rôle, qui acceptent leur salaire, qui acceptent le statut, mais qui ne sont pas dans leur rôle. Voilà, qui veulent jouer un autre rôle. Par exemple, ils acceptent d'être chef de service, mais ils veulent continuer à être l'assistant social ou le psychologue, et pas le chef. Voilà. Et j'en vois plein comme ça. Et comme formateur, je peux vous dire que, eh bien, nous sommes amenés à rappeler comme ça à des cadres, mais bon sang, vous êtes chef, hein? C'est en tant que chef que vous devez vous positionner ici. Voilà, et on est obligé de le rappeler. Donc, le rôle est quelque chose de fondamental, et qui dit rôle, j'insiste bien, dit attente de rôle. C'est-à-dire que mon rôle n'existe pas simplement dans ma tête, il existe dans la tête des autres dont j'assume la responsabilité. Rôle, mais aussi pouvoir. Je partage moins la position de Hannah Arendt qui était citée, qui oppose aussi radicalement autorité et pouvoir. Je pense que le pouvoir, bien sûr, est en quelque sorte l'échec de l'autorité. À partir du moment où vous devez commencer à sanctionner, ben, c'est qu'on ne vous respecte plus totalement et que vous êtes devant une contestation. Oui, certes, en ce sens, on peut dire que le pouvoir est l'échec de l'autorité. Mais en même temps, il est la mise à l'épreuve de l'autorité. C'est le grand moment. C'est le moment de la sanction, ce n'est pas pour rien que vous l'avez évoqué tout à l'heure, c'est le grand moment. C'est le moment où tout le monde s'arrête, et ça, ce n'est pas propre à l'école, hein, c'est propre à tous les groupes sociaux, et où tout le monde regarde le chef en disant « Ah !» Comment il va réagir? Il y a quelqu'un qui s'est levé en disant « J'en ai rien à faire de ce que tu me demandes. » Ah! Et maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Et c'est le grand moment où il va assurer sa légitimité ou la perdre. À ce moment-là, et chacun comprend bien ça. Hein. Et donc, qui dit autorité dit, à titre, au moins dans l'horizon de l'autorité, l'horizon nécessaire de l'autorité, il y a la capacité de sanction. Parce que le meilleur chef qui un jour succombe au vu et au su de tout le monde et cale et n'ose pas, celui-là perd sa légitimité, il n'y a rien à faire à ça. Rien à faire. L'autorité, c'est l'exercice légitime d'un rôle et d'un pouvoir hiérarchique, disais-je, et donc il y a le mot exercice là-dedans. Et donc vous l'avez bien compris, l'exercice au sens où rien n'est jamais acquis, où les attentes de rôle peuvent être déçues, où l'autorité donc est à réaffirmer chaque jour. Alors c'est un peu excessif comme propos parce qu'une fois qu'on a fait ses preuves et qu'on tient bien sa classe ou son groupe de travail, après, si on a l'une ou l'autre faiblesse, c'est pas très très grave parce qu'on a stabilisé les attentes de rôle en général et le jugement que les collaborateurs, les élèves, les étudiants vous portent. Et puis on peut dire aujourd'hui il n'était pas en forme, mais c'est quelqu'un qui. Donc les jugements se stabilisent progressivement. Mais cela étant dit, elles peuvent quand même être déçues, c'est-à-dire que l'autorité est mise à l'épreuve. Hein. Donc c'est un exercice. Et pour finir, c'est, là je me suis trompé, là, mais c'est l'exercice légitime d'un rôle. Qu'est-ce que c'est légitime? Alors c'est le mot le plus fondamental peut-être. Légitime, en gros, nous pouvons dire qu'on va appeler légitime, en gros, la conformité à des valeurs. Quand vous dites que quelque chose est légitime, vous dites conforme à des valeurs qui sont importantes pour vous. Voilà. On peut estimer que telle attitude est légitime au sens où
elle incarne une valeur que je reconnais. Telle attitude est illégitime, elle ne le fait pas. Voilà. Il est légitime de punir, il n'est pas légitime d'humilier. Voilà. Et tout le monde, je pense, comprend bien cela. Alors, les légitimités sont multiples. C'est un des concepts les plus complexes des sciences humaines, vraiment des plus complexes. Et précisément parce que c'est complexe, il n'y a pas beaucoup d'études, de grandes études. Autant il y a des centaines d'ouvrages sur le pouvoir, autant des grands ouvrages sur la légitimité, il n'y en a pas beaucoup. Très très peu. Parce que c'est une question terrible, hein, qui se pose à chaque chef. Mais enfin, on peut dire, en gros, qu'on peut distinguer une légitimité de position, c'est-à-dire j'ai ou non la position d'exercer tel ou tel pouvoir. Je l'ai ou je ne l'ai pas. Vous n'êtes pas mon chef, vous n'avez rien à me dire. Voilà. Ça, c'est une contestation de la légitimité de position. Vous êtes peut-être très bien, vous êtes très compétent, tout ce qu'on veut, je ne discute pas, mais vous n'êtes pas mon chef. Ça, c'est la légitimité de position. Deuxièmement, la légitimité de rôle, dont évidemment j'ai parlé, qui est centrale. Rôle qui se distingue encore de deux manières, c'est l'accession. Est-ce qu'il avait les compétences pour accéder à cette position? Non, ça a été obtenu par une carte politique, parce que c'était un ami. Je lui dénie la légitimité parce qu'il ne méritait pas cette position. Et puis, la légitimité qu'on pourrait appeler d'incarnation, est-ce que le chef se comporte comme chef? Voilà. Est-ce qu'au quotidien, face aux autres, il se présente et il se comporte comme un chef, c'est-à-dire comme l'image qu'on attend d'un chef, d'un président, d'un ministre, d'un chef d'entreprise, d'un enseignant, d'un professeur, voilà. Et puis troisièmement, vous avez une légitimité qu'on pourrait appeler d'action, c'est-à-dire où les gens, malgré tout, jugent vos actions et les jugent à partir du fait de savoir si elles sont nécessaires. Par exemple, vous allez lancer une sanction. Est-ce qu'elle est considérée comme nécessaire, cette sanction? Adaptée aux circonstances? Est-ce qu'elle va être efficace? Est-ce que ça sert à quelque chose? Ou bien c'est juste de la pure vengeance? Est-ce qu'il y a un rapport à une finalité dans cette action? Et est-ce que cette action a de la valeur, c'est-à-dire qu'elle mène à une finalité que je peux reconnaître? Voilà. Bon, je ne peux pas rentrer dans les détails, mais donc cette question de la légitimité, elle est omniprésente. Bon, alors donc cette autorité est en crise, et donc j'aborde la deuxième partie de mon exposé, c'est d'où vient cette crise de l'autorité? Alors c'est très complexe en réalité. Nous en parlions avant le début de cette conférence, et nous étions d'accord pour dire que c'est littéralement toute la modernité démocratique qui est en jeu dans la crise de l'autorité. Parler de la crise de l'autorité, c'est pas parler simplement d'une sorte d'affaiblissement, de je ne sais quel affaiblissement psychologique des gens. Pas du tout, c'est pas ça la question, ou de je ne sais quelle dérive de certains jeunes, mais c'est d'abord et avant tout la dynamique de la modernité qui produit cette crise de l'autorité, et je voudrais passer en revue beaucoup trop rapidement, j'en conviens, un certain nombre de grandes pistes d'explication. La première, c'est la dynamique démocratique elle-même. L'autorité, au cœur de la dynamique démocratique, vous avez des valeurs cardinales, fondamentales, auxquelles nous sommes viscéralement attachés désormais. C'est celle de l'égalité en droit et en dignité. De l'égalité en droit et en dignité. Or, l'autorité, à juste titre ou non, est associée à une inégalité fondamentale. Le chef n'est pas l'égal des autres. Par conséquent, eh bien, cette valeur d'égalité, de libre expression, de dignité, d'égalité en droit, n'a cessé de travailler l'autorité traditionnelle, jusqu'à littéralement l'éradiquer, ou en tout cas l'affaiblir, en tout cas dans nos sociétés, l'affaiblir jusqu'au plus profond. Première explication, qui d'ailleurs à elle seule justifie qu'on balaye d'un revers de la main toute forme de fantasme d'un retour à l'ancienne autorité. Retourner à l'ancienne autorité voudrait dire, et je pense vraiment cela, voudrait dire faire marche arrière
en matière de dynamique démocratique. Personne ne peut vouloir ça sérieusement. Personne ne peut vouloir ça sérieusement. Et si vous deviez le vivre pour vos enfants, vous seriez à l'image de ces parents, parfois un peu intempestifs, qui étaient décrits qui étaient racontés ici dans les projections auxquelles nous avons assisté. Lié à ces valeurs d'égalité, vous avez le rationalisme contractuel, le fait qu'on s'est mis à repenser le rapport humain sous l'angle du contrat. C'est un phénomène idéologique extraordinaire, celui-là. L'obsession du contrat, c'est-à-dire de cette réunion à partir d'interlocuteurs, de contractants qui sont libres, comme sur le marché, où chacun est libre d'offrir et de vendre. Et donc on a repensé les rapports humains sous l'angle du contrat, parce que, précisément, avec le contrat, qu'il soit vrai ou métaphorique, parce que parfois, je m'excuse, mais l'usage du mot contrat dans certains rapports humains est purement métaphorique, hein, mais il institue une sorte d'illusion de liberté et d'égalité des parties. L'exemple le plus clair étant le contrat de travail, qui suggère une égalité des parties, et qui permet à un directeur, en toute bonne foi, de dire à un demandeur d'emploi je vous offre 1 000 €, 38 heures, voilà, mais monsieur, si vous n'êtes pas d'accord, vous êtes libre, n'est-ce pas? Voilà, vous n'êtes pas obligé de venir, hein, vous êtes libre, voilà. Et dans ce cas, le mot contrat finit par être une idéologie qui sert à occulter un rapport de force fondamental au cœur du capitalisme. Je m'excuse d'utiliser un mot, on a encore le droit d'utiliser le mot capitalisme malgré tout. Et c'est un exemple très clair. La raison scientifique en est une autre. La raison scientifique qui refuse tout argument d'autorité, qui ouvre un champ infini à l'argument, au contre-argument, je veux dire, au pouvoir des faits et des preuves. Et donc, encore une fois, c'est au cœur de cette crise. Quatrièmement, vous avez la société de la connaissance elle-même, qui est souvent citée, avec cette dynamique qui rend les savoirs obsolètes chroniquement. Notre société, notre génération, est sans doute la première qui vit un retournement incroyable, anthropologique, mais invraisemblable, qui est que les jeunes en savent plus que nous sur la société contemporaine. Bon, j'exagère, mais enfin, c'est vrai que dans un univers de renouvellement des savoirs aussi accéléré que le nôtre, les parents ne sont plus, ils le sont toujours pour les valeurs fondamentales, hein, il ne faut pas non plus exagérer, mais disons pour les sphères technico-professionnelles de la modernité, les parents ne sont plus ceux qui transmettent le savoir aux enfants. C'est même parfois l'inverse. Aujourd'hui, vous avez les enfants qui aident leurs parents, qui les prennent par la main pour tout ce qui est technologique, notamment. Et donc, qu'est-ce que c'est? Comment est-ce que je fais ici? Mais maman, je vais t'installer le programme. Ah, attends, je vais t'installer le programme. Qu'est-ce que je fais avec ce GSM? Attends, je t'ai déjà dit 3 fois, hein, mais bon, voilà, tu fais ça, et puis ça, et puis ça, et tu y es. Voilà. Non, mais évidemment, ça fait marrer, mais vous imaginez ce monde-là? Le monde dans lequel c'est parfois les enfants qui prennent par la main des parents pour les guider dans la modernité, et en particulier dans la modernité technologique. Hein? C'est quelque chose dont il faut mesurer l'importance et l'impact. Hein? C'est énorme. Cinquième variable, cinquième explication, la dénatalité et la diminution du nombre d'enfants par famille. Alors, je n'y avais pas pensé, c'est les démographes qui ont présenté cette explication, et plus on y réfléchit, et plus elle est centrale. Je m'explique. Depuis le XIXe siècle, on assiste à la fois à une réduction, à une augmentation de l'espérance de vie fondamentale, qui modifie nos sociétés dans leur entier. Hein, ça, c'est vraiment quelque chose d'absolument fondamental. Lié à ça, vous avez une réduction de la mortalité infantile, et lié à cette réduction de la mortalité infantile,
vous avez une réduction tendancielle du nombre d'enfants par famille, qui s'observe sur toute la planète. Quelles que soient les désespérances ou les inquiétudes qu'on puisse avoir, il est vrai qu'il y a encore quelques pays qui sont en retard, mais qui sont en retard par rapport à cette évolution, hein, je m'empresse de le dire, mais on observe cette tendance partout. Or, qu'est-ce qui se passe? Quand vous comparez une famille à 10 enfants à une famille à 1 ou 2 enfants, c'est très très différent. Des familles à 10 enfants, c'est des familles qui étaient aussi des unités économiques et où les frères et sœurs devaient s'épauler dans une collectivité et où il y avait des parents plus ou moins encore en vie, presque déjà pas beaucoup de grands-parents et aucun arrière-grand-parent vu les espérances de vie. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Vous avez 1 ou 2 petits princes ou princesses, une première couche de parents et, avec notre taux de divorce, de beaux-parents, donc vous en avez déjà une série supplémentaire. Au-dessus, vous avez une couche de grands-parents, plus les parents hein, des beaux-pères, des belles-mères, et après vous avez parfois même encore des arrière-grands-parents. Donc vous avez une énorme masse d'adultes en admiration et en extase devant 1 ou 2 petits trésors. Et la famille, ça a été bien analysé, s'est restructurée sur le fondement de l'amour. De l'amour. L'enfant est devenu le bien le plus précieux qui soit, et ce n'est d'ailleurs pas pour rien que le crime absolu aujourd'hui, c'est la pédophilie. Ça n'a pas toujours été le cas. Aujourd'hui, c'est le crime absolu, la pédophilie. Eh bien, pourquoi? Parce que l'enfant est devenu je dirais le fondement même de notre vie. Hein, la condition de notre bonheur, c'est son bonheur. Et donc l'enfant est investi chroniquement d'attentes démesurées, en même temps que d'une protection anxieuse et d'une peur des parents, d'une peur viscérale des parents de frustrer les enfants. Mon père encore, je m'excuse d'évoquer un cas personnel, mais mon père encore, c'était l'ancienne génération, hein, vraiment l'ancienne génération. Hein, bon. Et donc, quand mon père me disait arrête de lire, rends-toi utile, ah oui, c'était comme ça. Rends-toi utile, et donc tu prends la pelle là et tu vas creuser le truc là-bas au bout du jardin. Hein. Voilà. Et puis si je lui disais oh, t'es pas gentil, je ne t'aime plus, il disait oui, bah, tu vas quand même aller creuser au fond du jardin. Voilà. Aujourd'hui, ce n'est plus comme ça. D'abord, on a presque une boule dans la gorge et on se dit bon, je vais le faire moi-même. Voilà. Et donc, on dit mais écoute, tu sais, tu comprends. Oui, mais tout à l'heure. Alors non, pas maintenant. Écoute, oui. Et puis supposons que bah, tu y vas quand même. Hein. Ben, t'es pas gentil. Voilà. Alors là, l'horreur, il ne m'aime plus. L'horreur. Mais tu comprends, c'est parce que tu dois comprendre. Et voilà. La peur étant, mais est-ce qu'il pourrait ne pas m'aimer ou est-ce que j'aurais pu lui faire mal? Voilà. Mais bon, voilà. Quand nous voyons ici dans le petit reportage des parents qui, à l'instant où il y a la sanction, déjà prennent le parti de leur enfant, bon, on peut comprendre, ben, c'est dans cette évolution où faire mal à un enfant, c'est horrible. C'est horrible, j'en souffre et je vais essayer de tordre le cou à celui qui a fait du mal à mon enfant. Voilà, donc on est dans on a changé d'univers et on est dans cet univers-là, donc dans un univers de l'amour, et dans un univers de l'amour, eh bien, l'autorité a peu sa place. Elle est en tout cas profondément affaiblie. Les chefs qui veulent être aimés de leurs collaborateurs sont des chefs plus faibles. Ça, alors là, je peux vous dire, ça j'en ai déjà vu des centaines, c'est un syndrome. Et chaque fois, il faut traiter ça avec les chefs en disant « vous ne devez pas vous faire aimer, vous devez vous faire respecter ». Après, s'ils vous aiment en plus, ça viendra, mais comme un sous-produit. Mais comme un sous-produit. Et beaucoup de chefs doivent travailler ça. Beaucoup de chefs doivent travailler ce besoin d'amour profond. Ça génère aussi, entre parenthèses, des jeunes, et puis des jeunes adultes, qui sont construits autour de la question de l'amour et de l'obsession de la question « suis-je aimé? Ai-je été aimé ?»
Suis-je aimé? C'est-à-dire plus vulnérable. Et peut-être faut-il chercher là une explication à un phénomène que vous avez observé comme moi, qui est l'incroyable dépendance des jeunes au jugement de leur groupe. Lorsque la génération précédente dépendait fondamentalement du jugement des aînés, qui leur ouvraient la porte de l'âge adulte et qui les reconnaissaient comme hommes ou comme femmes, aujourd'hui, ils s'en fichent un peu. Mais par contre, le jugement de leur père est devenu une obsession sur laquelle ils se structurent. Voilà. Et ils sont incroyablement dépendants de ce jugement. Nous l'avons toujours tous été, mais il me semble que, enfin, en tout cas, beaucoup de gens suggèrent que c'est bien plus fort aujourd'hui. D'autres explications encore à la crise de l'autorité. La dilution du pouvoir hiérarchique. Dans des sociétés qui sont de plus en plus interdépendantes, de plus en plus régulées, de moins en moins autonomes. La mondialisation, par exemple, c'est une forme d'interdépendance généralisée, c'est-à-dire un monde dans lequel une partie du pouvoir est soustrait aux collectivités locales pour basculer vers des processus plus collectifs au niveau national, supranational, international, au niveau du marché, etc. Dans ce monde-là, on observe, et on l'observe dans les entreprises un peu partout, et dans l'administration publique aussi, une certaine dilution du pouvoir hiérarchique, c'est-à-dire que, par exemple, si je prends mon université, mon recteur a de moins en moins de pouvoir personnel, parce que les universités sont prises dans un monde de classement, de ranking, d'agences, d'évaluation, de ceci, de ça, qui sont telles qu'en fait, même un recteur, il a encore du pouvoir, il ne faut pas exagérer, mais le plus souvent, quand il impose des choses, et ils sont dit, mais enfin, pourquoi vous faites ça? Je n'ai pas le choix. Je n'ai pas le choix parce qu'à l'extérieur, il y a des contraintes qui s'exercent sur moi. Je n'ai plus l'autonomie nécessaire. Qui dit autorité dit autonomie. Dans un monde de la pure règle, où il n'y a plus d'incertitude et où tout est réglementé, où toutes les contraintes sont externes, vous n'avez plus d'autorité par définition. Par définition. Donc, on observe avec le temps une dilution de ce pouvoir hiérarchique, et lié à ça, vous avez une remise en cause du modèle bureaucratique. Parce que c'est vrai qu'au XXe siècle, ce à quoi on a assisté, c'est à un remplacement partiel de l'autorité traditionnelle par l'autorité bureaucratique. C'était le chef qui était le garant du règlement. Force est de constater qu'aujourd'hui, même celui-là est un modèle un peu repoussoir. Le chef qui est assis sur son règlement, c'est la règle, et c'est ainsi, est un contre-exemple, et donc il a été remis en question. Et puis pour finir, je voudrais terminer cette petite analyse là-dessus. Au fond, plus fondamentalement, d'où vient la crise de l'autorité? De la crise du collectif. De l'impossibilité de dire « nous » clairement, en sachant que tout le monde se reconnaît dans ce « nous » et sait ce qu'il désigne. Nos sociétés sont devenues complexes. Et donc, dire « nous », c'est dire « nous » pourquoi? Pour quelle collectivité? Donc ça, c'est lié à cette difficulté extraordinaire de nos sociétés de se représenter en tant que communauté, en tant que collectif. C'est peut-être le premier problème de notre époque. C'est comment est-ce qu'on peut encore fabriquer du collectif? Alors c'est lié à l'individualisme contemporain, c'est lié à des phénomènes profonds. Par exemple, le fait que depuis la Deuxième Guerre mondiale, des années 50, les jeunes ont commencé à se définir comme catégorie sociale spécifique. La jeunesse n'est plus l'antichambre de l'âge adulte, elle est une catégorie à part entière. Et même chez les jeunes, vous avez maintenant des sous-groupes, qui font d'ailleurs l'objet de stratégies de marketing spécifiques, avec des stratégies de marque spécifiques, des pratiques musicales spécifiques. Marcel Gauchet a parlé d'une sécession culturelle des jeunes, dans une très très belle expression. Avec un langage musical spécifique, qui fait que moi, mes enfants, ce qu'ils écoutent, etc., je ne sais pas, je ne comprends pas, voilà. Et j'ai cessé d'ailleurs d'essayer. Voilà, impossible. Voilà, des codes vestimentaires spécifiques, voilà. Alors nous, les plus anciens d'entre nous, comme moi, on a connu ça avec, ça a démarré avec Elvis Presley,
voilà, avec James Dean, avec cette constitution fondamentale des jeunes en tant que, ou des jeunes, ou des ados en tant que catégorie spécifique, mais je le répète, aujourd'hui c'est en train de se fragmenter. La diversité et la fragmentation sociale, dans un monde multiculturel comme le nôtre, est devenu quelque chose de très très difficile à énoncer, et en Belgique encore peut-être plus qu'ailleurs, assurément. Et la mobilité géographique est aussi un point central, puisque forcément, pour qu'il y ait collectif, il faut quand même un minimum d'enracinement. Dès lors que vous avez une mobilité permanente, comment encore construire un nous dans un univers de mobilité? Bon, voilà. Donc, vous voyez, c'est toute une série de processus qui expliquent la crise de l'autorité. Et donc, la conclusion est assez évidente. La crise de l'autorité est inhérente à la dynamique même de notre modernité. Cependant, elle reste un besoin et une aspiration. J'en suis absolument convaincu. Je ne crois pas du tout, par exemple, à la thèse d'Alain Renaud sur la fin de l'autorité. Je n'y crois pas du tout. D'abord, les élèves la réclament. Moi, mes étudiants me la réclament. Ils sont même venus en délégation pour me demander d'être un peu encore... J'ai dit encore parce qu'il me semblait que j'étais un peu autoritaire, mais voilà, pour imposer encore plus de discipline. Et maintenant, c'est fini. Ma première heure, j'explique les règles, c'est clair, c'est net, et je ne tourne même pas autour du pot. Je les justifie, j'essaye de les justifier, mais j'ai compris que c'était une aspiration fondamentale. L'autorité fait l'objet d'une aspiration en tant qu'elle est un rempart contre la violence, et notamment contre la violence groupale, contre ces formes de stigmatisation des différences ou ces formes de loi du plus fort qui surgissent presque spontanément dans les cours de récréation et qui ne sont pas simplement des inventions d'adultes, mais qui surgissent dans les cours de récré. La stigmatisation de la différence est une fabrication des jeunes en tant que telle et pas simplement une idéologie de certaines sociétés intolérantes. Et donc l'autorité doit être un rempart contre cette violence groupale, contre cette violence interpersonnelle et chaque enseignant doit être un rempart. L'autorité reste un fondement de l'action collective. Vous mettez 20 personnes, mon université est une université comme ça, qui s'est fondée depuis mai 68 sur la démocratie. Très bien, mais quand même à un moment, quand vous mettez 25 profs du NIF autour de la table, je peux vous assurer que vous pouvez discuter 10 heures sans arriver à la moindre décision. Hein, chacun s'écoutant parler, et puis voulant refaire le monde, et élargir le propos, et voilà. À un moment, si on veut transformer la parole en action, il faut encore une autorité. Quelqu'un qui dise, voilà, eh bien, de tout ça, j'en tire cela, et c'est ça qu'on va faire. Et alors, c'est un soulagement. Hein. Il est 11h du soir, et on se dit, ouf, ça y est, ouf. Il l'a enfin dit, il aurait pu le dire à 9h, mais bon, il l'a dit à 11. Voilà, hein, l'autorité est un garant de la justice. Il n'y a rien à faire, que vous le preniez comme vous le voulez, c'est un garant de la justice. C'est une condition de la transmission. Il y a eu cette belle phrase que citait Guy Selderslag, évoquant Myriam Revaud-Dallon sur l'autorité des commencements, ou le pouvoir des commencements plus exactement. L'autorité, parce qu'elle est le garant et le porte-parole d'un collectif, est aussi inscrite dans le temps, parce qu'un collectif est nécessairement inscrit dans le temps. Il a un passé et il a un avenir, et l'autorité est celui ou celle qui garantit ce passage via la transmission du passé vers l'avenir. Et cette temporalité, c'est vrai qu'elle est fondamentale et qu'elle est au cœur de l'exercice de l'autorité. Et puis, de toute façon, il faut des incarnations de la communauté. Mais je reconnais que la difficulté de notre communauté, c'est que ce « nous », vous ne pouvez plus le sortir comme vous voulez, et que la définition de la communauté est une question ouverte, qui est remise en débat, chaque fois. Voilà. Pour autant, je peux passer rapidement là-dessus, on doit résister à la nostalgie. Hein. On doit résister à la nostalgie, et Guy Selderslag l'a dit, les anciennes formes d'autorité furent souvent associées au mépris, à la dévalorisation, à l'humiliation. Pas toutes, bien sûr, pas toutes, mais il y a eu.
à des abus d'autorité multiples, au monopole de la parole, au taisez-vous, c'est moi qui connais. Voilà. Je suis le prof et je sais que, sans ouvrir un débat argumenté, à l'impunité, une forme d'impunité, à des formes de ritualisme bureaucratique parfois, ou au culte de la personnalité. Mais je pense aussi, avec Marcel Gauchen notamment, qu'il disait très clairement qu'on ne saurait fustiger ces figures anciennes de l'autorité et en même temps condamner toute forme d'autorité. Ce n'est pas parce qu'il y a eu des formes d'autorité qui sont aujourd'hui insatisfaisantes ou considérées comme insatisfaisantes que le besoin, la nécessité de l'autorité a disparu comme telle. Alors voilà, on est à un moment central. On est à un moment central puisque, en quelque sorte, nous pourrions dire que l'autorité n'a jamais été aussi précaire et qu'elle n'a jamais été aussi nécessaire. Qu'elle n'a fait l'objet d'une telle aspiration. Nous savons que nous avons besoin de quelque chose, nous ne savons pas exactement de quoi, nous savons bien que nous ne voulons pas l'autorité du passé, mais nos sociétés ont besoin de quelque chose, d'un certain principe que, je pense, on peut continuer à appeler autorité. Ne fût-ce que pour accompagner nos sociétés dans les formidables changements qui vont survenir. Les modes de vie vont se transformer radicalement, ne fût-ce que par l'écologie. Et par conséquent, nos sociétés sont amenées, astreintes à des adaptations extraordinaires. Qui va gérer tout ça à tous les niveaux ? Dans les entreprises, dans les administrations, dans les universités, dans les écoles, qui va retrousser ses manches et prendre les initiatives nécessaires pour adapter nos sociétés à tous ces changements qui sont devant nous et qui sont inévitables. Voilà. Et donc la question, c'est comment concilier l'autorité et les valeurs de la modernité. Voilà. Alors, il n'y a pas de réponse très claire à ça. Mais voilà, je voudrais simplement évoquer un certain nombre de valeurs qui paraissent à beaucoup de gens d'ailleurs, être des valeurs sur lesquelles on pourrait réinventer une autorité. Je voudrais tout de suite dire que le charisme n'est pas la solution. Voilà. Très clairement, le charisme... parce que c'est une tentation, c'est puisque les autorités traditionnelles et bureaucratiques sont remises en cause, qu'est-ce qu'il nous faut? Des leaders. Voilà. Le management est devenu obsessionnel par rapport à ça. Aux États-Unis, vous avez des masters, des programmes en charisme. Voilà. Devenez un leader charismatique. Alors on étudie ça, comme si une telle chose pouvait arriver. C'est absurde, parce que ça suppose que le charisme est une qualité purement personnelle et psychologique, et non pas un phénomène social. Et que donc il suffit à soi seul de se mettre devant la glace en disant « je suis, voilà, j'y vais voilà, », et d'y arriver, quoi. Donc, il y a beaucoup de pensées magiques dans le management. Donc, le charisme n'est, à mon avis, pas la solution. On peut en discuter après, mais d'abord, il est fondamentalement inégalitaire. Il est la régression démocratique par excellence. Il est vrai que dans la vie politique, on a des formes de charisme. Mais en tant que tel, il n'est pas charismatique, puisqu'il y a un homme qui est mis sur un piédestal et toute une série de dévots tout autour. Je dis c'est une régression, assurément. Il renvoie à une communauté affective, donc fragile, parce que les communautés affectives sont des communautés extrêmement instables. Il engendre la dépendance, non pas l'autonomie. Or, une de nos valeurs fondamentales, c'est l'autonomie. Ce n'est pas à des enseignants, évidemment, que je dois le dire. Le charisme est le contraire de l'autonomie. Il est profondément instable, et puis il pousse à la centralisation. Et donc, dans un univers qui doit être décentralisé, parce qu'il est très complexe. Donc, voilà, autant de... Mais ça, on peut en discuter, mais je voudrais être clair là-dessus. En ce qui me concerne, je ne crois pas une seconde que le charisme, cette exaltation d'un leadership héroïque comme ça, soit la solution pour nos sociétés. Alors, les valeurs. Je dis bien les valeurs, pas les institutions. Les institutions, bon, c'est encore autre chose. Moi, je me concentre ici simplement sur les valeurs de l'autorité en démocratie. Ces valeurs renvoient à des normes, elles renvoient à des comportements, elles renvoient à des compétences. Donc, ce dont je vais vous parler n'est pas, en conclusion, n'est pas abstrait, ce n'est pas des principes abstraits philosophiques seulement,
C'est aussi, en fait, des comportements très concrets au quotidien dont je voudrais vous parler. Hein. Et ce sont des questions, des valeurs qui traversent toutes les sphères de la société. Pas seulement l'école ou l'administration ou l'entreprise, mais toutes les sphères de la société. Alors, brièvement, qu'est-ce que c'est une valeur? Une valeur, c'est une norme d'action que nous voudrions universelle, c'est-à-dire pratiquée par le plus grand nombre. Il y a un discours que je pense profondément erroné, qui consiste à dire à chacun ses valeurs. Et ça, c'est faux. Ça, il y a une confusion entre le mot valeur et le mot préférence. J'aime bien la soupe au chicon, mais ça serait idiot de dire que c'est une valeur pour moi. Je n'espère pas que tout le monde aime la soupe au chicon. C'est une préférence. Par contre, j'aime bien l'honnêteté, mais c'est une valeur. Je voudrais un monde dans lequel tout le monde soit honnête. Et le relativisme moral qui consiste à dire à chacun ses valeurs est une contradiction dans les termes. Dès lors que vous avez une valeur, comme le respect, comme l'honnêteté, comme la non-violence ou comme la tolérance, vous la voulez universelle. Elle ne l'est pas, mais vous la voulez universelle. Vous aspirez à une société dans laquelle cette valeur soit pratiquée par le plus grand nombre, parce que vous pensez que ce serait un monde meilleur. Voilà. Hein. Donc, c'est ça une valeur. Hein. C'est une norme que nous voudrions universelle, qui nous rend les autres dignes d'estime, à partir desquels nous jugeons les autres. Le courage, par exemple. Mais ça, il a été courageux. Pas mal. Chapeau. Voilà. Donc, ce qui, dans nos actions, nous rend dignes d'estime pour les autres, et donc ce qui nous rend dignes d'estime à nos propres yeux. Les jugements que nous portons sur nous-mêmes, la manière dont nous habitons notre propre vie et dont nous nous rapportons à nous-mêmes, sont liés à des jugements de valeur. Alors, quelles sont ces valeurs? Je passerai très brièvement, parce qu'elles sont déjà pratiquées. Je voudrais signaler que ce modèle que je vais maintenant esquisser, ce modèle il est déjà en œuvre en réalité. Il y a plein de chefs partout qui le mettent en œuvre, plus ou moins bien, plus ou moins mal, avec plus ou moins de difficultés. Et la première valeur, c'est la finalité. Dans un monde où la tradition ne suffit plus pour justifier d'un ordre, c'est un monde dans lequel la question « au nom de quoi je peux obliger, interdire, sanctionner », la question « au nom de quoi » est devenue une question complexe. Pour mon père, ce n'était pas une question complexe, pour moi, c'en est une. Nous ne savons plus exactement au nom de quoi nous pouvons exercer notre autorité. Nous ne pouvons plus vraiment l'exercer au nom de la tradition et du passé. Nous ne pouvons plus dire « Eh bien, tu vas faire ça parce qu'on l'a toujours fait. » Ouais, alors, je m'en fiche qu'on l'a toujours fait. Vous ne pouvez plus vraiment ou seulement dire au nom de la règle. Tu le fais parce que le règlement te dit à l'article 12 que « Ouais, ben, je me fiche de l'article 12, tu peux faire une exception pour moi. » Voilà. Hein. Vous ne pouvez plus seulement le faire au nom de la volonté supérieure, et donc c'est au nom de quoi qu'on peut encore exercer l'autorité aujourd'hui? Myriam Revaud-Dallon a proposé cette magnifique réponse. Elle dit au nom de l'avenir. Elle dit comme autorité, nous sommes les garants d'un avenir partagé, d'un avenir commun. Et si je tape sur la table, si je dis non, si je dis tu dois ou tu ne peux pas, c'est au nom de cet avenir partagé. Je reconnais que c'est plus vite dit que fait, mais quand je regarde les chefs qui réussissent, je vois que ce sont des chefs qui injectent de l'avenir dans le présent en permanence. Voilà, qui disent, écoutez les amis, si on fait ça, alors nous oublions nos usagers, nous oublions nos patients, nous oublions ceci. Nous avons voulu un hôpital où le patient soit ceci. Ceci contredirait notre finalité. Je le refuse. Voilà. Hein, donc, ce sont des chefs qui réinjectent de la finalité dans le système. Qui réinjectent la question, mais quel est le sens de notre aventure commune? Mais qu'est-ce qu'on fait ici? Et pourquoi je vous punis? Vous croyez que c'est par ça, voilà. Et ces sanctions, elles servent à quoi? Voilà. Et donc, il faut reconstruire de la finalité commune. Et donc, la finalité est une réponse à la question, à la fois quel est le sens de notre vie en commun et au nom de quoi je peux exercer le pouvoir. Voilà. Deuxième valeur sur laquelle il me semble qu'il y a convergence, c'est la valeur d'égal respect.
Je crois que tout le monde est d'accord, et le respect, tout le monde connaît, et on connaît ça depuis des milliers d'années. La nouveauté de nos sociétés démocratiques, ce n'est pas le respect, c'est l'égal respect. C'est le fait que chacun est aussi digne qu'un autre. Voilà. C'est que